Bonsoir, bienvenue à tous. Ce soir, dans Lumière intérieure, j'ai le plaisir de recevoir un chanteur, guitariste et producteur d'un des groupes français les plus célèbres au monde. Si vous connaissez, si le monde entier connaît le zouk, c'est grâce à eux. Jacob Desvarieux du groupe Kassav est notre invité ce soir. Bonsoir Jacob. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Vous portez beau vos 40 ans. Vous en rajoutez 25 de plus. Les 40 ans, en revanche, c'est l'âge de votre groupe, Kassav, qui est né aux Antilles, en Guadeloupe, en 79. Alors, évidemment, le confinement a tout gelé, mais vous avez commencé à le fêter extrêmement dignement, cet anniversaire, parce que vous avez réuni 40 000 personnes en mai 2019 à la Défense Arena, ce qu'aucun groupe français n'avait jamais réussi avant. Et vous espériez que ça soit quelque chose d'assez incroyable? Est-ce que ça l'a été? Ça l'a été. On espérait, c'est-à-dire que chaque 10 ans, on fait un événement. La fois d'avant, c'était au Stade de France. Avant encore, c'était Bercy. À chaque fois, on essaie de trouver un endroit. Et là, sur ce coup-là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et puis, opportunité, il y a cette salle qui a ouvert. Ça a été ouvert juste l'année d'avant, je crois, avec les Rolling Stones. Ouais. C'est une salle fermée. Voilà, c'est un stade, mais un stade fermé, cette particularité-là. On s'est dit, donc vous êtes passé directement après les Rolling Stones, en fait? Pas tout de suite, mais il y a eu un ou deux spectacles entre-temps. Je crois qu'il y a eu Paul McCartney, il y a eu Booba, enfin il y a eu 2-3 trucs. Et nous, on a dit tout de suite, c'est là qu'on veut aller. Donc après, on a pris les dispositions pour, on a fait un spectacle pour. Et c'était un grand moment, ça a été un grand moment, un bel anniversaire, 40 ans. En préparant cette émission, je lisais que le groupe, je ne sais pas qui l'a dit, mais que le groupe Kassav, c'était plus qu'un groupe en fait, c'était un concept, c'était une réflexion, un désir de progression, et on parlait de retour aux sources. Expliquez-nous ce que vous voulez dire par là. C'est-à-dire que le concepteur même du groupe, c'est Pierre-Édouard Décimus. Il a été vexé un jour parce que lui jouait dans un groupe aux Antilles qui s'appelait les Vikings de Guadeloupe. Puis un jour, il jouait dans un hôtel avec son groupe. Et puis il y a des touristes qui trouvaient ça superbe. Et puis à un moment, ils ont demandé, mais comment s'appelle votre groupe? Il a répondu, les Vikings de la Guadeloupe. Et les autres se sont mis à rire. Il y a des Vikings, ils sont tout noirs. Et donc ça l'a vexé sur le moment. Mais après, il a réfléchi, il s'est dit, mais ils ont raison. Quand tu dis viking, on voit tout de suite des blonds aux yeux bleus, quoi. Oui, on pense à la Scandinavie, mais pourquoi importer un concept qui vient... alors que chez nous, on a notre identité, notre culture. Donc vous, voilà, c'était ça, en fait. C'est-à-dire que c'était l'époque des mouvements identitaires, tout ça. Donc, il est parti de cette réflexion-là. Il s'est dit, bon, normalement, un groupe qui vient de Guadeloupe, il doit faire de la musique de Guadeloupe, il doit avoir un nom qui rappelle la Guadeloupe, en tout cas d'une façon ou d'une autre, il doit avoir... quelque chose qui est vraiment puisé dans la culture guadeloupéenne, et quel que soit l'endroit du monde où on entend parler, on doit savoir tout de suite, ça, c'est éventuellement, même si on ne sait pas où est la Guadeloupe, parce que sur une map monde, c'est une tête d'épingle, c'est tout petit. Mais au moins, on sait, bon, c'est pas un groupe américain, c'est pas un groupe espagnol, c'est pas un groupe français, c'est pas un groupe anglais, c'est pas... au moins, par défaut, on va finir par trouver d'où ça vient, quoi. Voilà, et c'est ça qui était important. Donc, du coup... et puis, il y avait l'ambition aussi. Alors, à l'époque, on aurait pu dire que c'était un peu mégalo. De faire de la musique guadeloupéenne quelque chose qui pourrait être écouté, évidemment, par les Antillais, bon, ça c'est sûr, mais qui puisse être apprécié dans le monde entier. Donc, partant de là, on a cherché toutes les étapes, on a mis toutes les chances de notre côté. Franchement, on ne pensait pas que ça allait marcher aussi bien. Mais bon, vous savez, les artistes, quand vous faites quelque chose... c'est que vous pensez que c'est bien. Et vous pensez que le monde entier doit trouver ça bien. Le zouk, ça représente quoi? Parce que, en fait, c'est une musique inspirée par plein de sources culturelles un peu différentes. Mais vous avez, quand on dit vous êtes à l'initiative du zouk, c'est une réalité. Oui, alors, la musique en elle-même, en fait, le nom, c'est venu après. La musique, on représente les gens que vous voyez. Quand vous entendez la musique d'Irlande, voilà, c'est la musique des Irlandais. Le zouk, c'est la musique des Antillais. Sachant que les Antillais sont en grande majorité des gens qu'on a importés d'Afrique par rapport à l'esclavage, qui se sont mélangés avec les divers colons français, anglais, hollandais, etc. Je parle culturellement. Bien sûr. Et donc, la musique, le résultat, c'est cette musique-là. Et cette musique... à l'époque, un zouk, c'était l'équivalent d'une boum, d'une surprise party. Et donc,
quand vous alliez dans un zouk, à un moment donné, on va dire que 90% de ce que vous écoutiez comme musique, c'était soit Kassav, soit des gens qui imitent Kassav, soit des gens de Kassav qui ont fait un disque solo. Voilà, bon, en gros, donc on a dit, bon, c'est de la musique de zouk. C'est comme ça que le nom est venu, on a dit, bon, ben... Vous avez assimilé voilà. Kassav avec le zouk, et c'est vrai qu'aux yeux du monde, maintenant, Kassav, c'est le zouk, et le zouk, c'est Kassav. Qu'est-ce qui fait la force de cette musique? Parce que quand on vous écoute, quand on écoute quelques-uns des titres qui ont fait le tour du monde, qui vous ont rendu célèbre, en fait, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de se lever et de danser. Il y a une pêche incroyable. D'où elle vient, cette pêche? C'est-à-dire qu'on a vécu, on a survécu à tellement de choses. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais on a survécu à des trucs vraiment horribles du début jusqu'à la fin. Mais on est toujours là. Donc du coup, ça nous donne un côté positif, une façon positive de voir la vie, de voir les choses, de se dire, bon, là, ça va mal, mais ça va finir par aller. C'est dans le caractère antillais, le fait de dire, voilà, l'épreuve, je la traverse, c'est rude, et je sais qu'elle peut revenir, mais je vais rester debout. Oui, de toute façon, le but du jeu, dès qu'on arrive au monde, le but du jeu, c'est de rester debout. Hein. Donc, tout ce qu'on peut traverser comme péripétie, oui, mais il faut traverser, et puis après, il faut être encore debout. Voilà. Donc, ça nous donne un côté où on se dit toujours de ne pas se laisser abattre. Vous voyez ? Et notre musique, c'est ça aussi. Alors, il y a aussi un truc que je dois dire, c'est que le fait de vouloir danser, de nos jours, ça fait un peu, ouais, bon, c'est pas vraiment très intellectuel, tout ça. Bon. En fait, toutes les musiques ont été faites pour faire danser les gens. À ma connaissance, même les musiques classiques, c'était pour faire danser les gens. Aujourd'hui, c'est classique. Mais il y a 200 ans, c'était les gens étaient contents. C'était la musique de l'époque. Ben oui. Alors, le jazz, ça a commencé, ça faisait danser les gens. Après, évidemment, il y a toujours des gens qui intellectualisent le truc. Oui, ce qui est important, c'est le mal-être de la personne qui a fait la musique, tout ça. Oui, d'accord, enfin bon. Oui, mais ça fait pas danser. Et pourtant, c'est un mouvement naturel, c'est un mouvement jaillissant. Oui. Quand on vous écoute, c'est vrai que ça donne la pêche. Et c'est vrai qu'en ce moment, on se dit, quand on a besoin, on a besoin de cette pêche-là que fournit la musique. Voilà, et puis, ça n'empêche pas de dire des choses importantes, d'appuyer sur les endroits où ça fait mal, de soulever des problèmes ou de proposer, bon, ce qui est beaucoup plus rare, de proposer des solutions. Mais rien que les 3 minutes de plaisir, de bonheur et de légèreté que vous insufflez quand vous chantez sur scène, c'est de l'esprit, c'est de... Nous, on donne ce qu'on a, on donne l'amour qu'on a aux gens. Et quand on est sur scène... C'est beaucoup d'amour, la musique, en fait. C'est ça, hein. Vous êtes sur scène, vous êtes devant des gens que vous ne connaissez pas, mais qui sont venus pour écouter éventuellement ce que vous avez à raconter. Vous leur envoyez ce que vous avez. Et eux, ils sont contents, ils aiment ça, ils vous en renvoient. Et puis à chaque fois, c'est exponentiel. À chaque fois, ça augmente, ça augmente, ça augmente jusqu'à... Si on parle de vous, Jacob Desvarieux, vous êtes métissé au sens où vous êtes né à Marseille. Non, à Paris. À Paris. Après, vous êtes parti à Marseille avec votre maman. Vous avez vécu au Sénégal pendant 2 ans. Et vous aviez quoi, 12-13 ans? 12 ans, oui. Ouais. Vous êtes revenu aux Antilles. Comment est-ce que vous vous définiriez aujourd'hui? Compliqué, hein, c'est... Est-ce qu'on a besoin de se définir? Mais en tout cas, qu'est-ce qui vous a nourri à travers tous ces voyages, ces pérégrinations? Ce qui m'a nourri, en fait, par ma mère, elle parlait créole. Elle parlait créole tout le temps. Elle savait parler français, hein, mais elle faisait exprès, elle parlait créole à tout le monde. Alors si vraiment elle voit que vous ne comprenez pas, elle va vous parler en français. Mais sinon, elle parle... Donc du coup, moi, j'étais nourri à ça. La musique, j'étais nourri à plein de trucs, parce que moi, je ne comptais pas devenir musicien quand j'étais petit. Donc du coup, j'ai entendu un peu de musique pendant que j'étais aux Antilles, mes 10 premières années. Et puis après, j'ai suivi... alors, je ne m'intéressais pas spécialement à ça, mais je veux dire, j'entendais de la musique à la radio, quoi. Jusqu'au jour où j'avais un voisin qui était musicien, et comme j'avais une guitare qui ne m'intéressait absolument pas, mais lui, il jouait avec, et tous ses petits frères jouaient avec, d'ailleurs, je lui ai demandé, apprends-moi un morceau, au moins, que je puisse aller jouer devant les gens, faire gling, et montrer que je sais faire quelque chose, quoi. C'est de là que c'est parti. Bon, d'ailleurs, tous ces petits frères, il y en a quelques-uns qui ont fait du chemin. Hein. Qu'on fait, oui. Oui, j'en ai retrouvé un quelques années plus tard, il était bassiste avec Youssou N'Dour. Oui, donc un joli palmarès. Hein, il y en a un autre qui était guitariste du jazz. En fait, moi j'ai fait mon chemin dans l'autre sens, quoi, mais en écoutant de la musique, moi j'ai commencé par jouer du rock, par exemple, parce que j'étais dans un groupe au collège.
Et que naturellement, c'était le rock. Bah oui, c'était en France. Donc, on jouait les morceaux des Stones, les morceaux des Beatles, les morceaux de tous les groupes qui sortaient à l'époque, Deep Purple, tout ça, Led Zeppelin, et jusqu'à ce qu'un jour, je croise un musicien africain. On s'est croisés comme ça, et puis lui, il avait envie de jouer la musique, le rock, justement, et il trouvait bien ce que je faisais, mais moi, je préférais ce que lui faisait. Et du coup, on s'entendait, bon, on jouait ensemble, et puis je me suis intéressé à d'autres musiques. Vous savez, le fait de voyager, ça vous ouvre un peu l'esprit, quoi. Donc, je me suis intéressé à la musique d'Afrique, la musique des Noirs américains, la musique, alors qu'avant, je connaissais que le rock. Et jusqu'à arriver à l'expérience Kassav, c'était ma première expérience de musique antillaise, vraiment, quoi. Vous n'aurez jamais projeté dans ce genre de musique petit, quand vous avez commencé à jouer du rock sur votre guitare, vous ne vous disiez pas, je peux aussi chanter la musique des Antilles, quoi. Non, parce que je ne connaissais pas. Enfin, oui, j'avais entendu un ou deux morceaux comme ça, mais... Mais vous ne vous disiez pas que ça pouvait être un projet culturel, que ça pourrait dépasser les frontières des Antilles et faire danser le monde entier, parce que c'est une réalité aujourd'hui. Kassav fait danser le monde entier. Mais quand on a commencé Kassav, par exemple, on se dit toujours des trucs pour, voilà, on va faire le meilleur groupe du monde, on va faire, bon, oui, mais enfin bon, c'est plus des fantasmes qu'autre chose. Oui, bien sûr. On ne pense pas que ça va arriver. Et puis on fait, et puis un jour, le succès arrive, mais on relativise toujours, parce que bon, quand c'est les autres, on voit ça à la télé, machin. Bon. Nous, on ne se voit pas à la télé, on se dit, ouais, c'est bien, ça marche. Ouais. Bon. Enfin, quand vous réunissez au Zénith en 85, vous remplissez le Zénith sans aucune couverture médiatique, sans que les journaux et la presse aient parlé de vous, et que vous vous retrouvez avec toute cette foule devant vous, vous vous dites quand même, il y a un truc qui fonctionne là, il y a quelque chose qui prend. Oui, mais on relativise, quoi. Oui, c'était plein, oui, c'était la fête, les gens chantaient encore dans le métro après le concert, oui, d'accord, mais on est content, hein, c'est pas qu'on s'en rend pas compte. On est content, on dit, ouais, super. Mais on ne se voit pas, on ne se compare pas à Rolling Stone, quoi. Ouais, on se dit, ouais, bon, c'est super, ça marche. Ça marche même plus que ce qu'on avait imaginé. Et puis, je ne sais pas, un mois après, on joue dans un stade de 100 000 places. Oui, ça c'était en Afrique. Super, oui. Ouais. Mais l'Afrique, la tournée en Afrique, la première tournée en Afrique, ça a été, pour vous, ça vous a ouvert les yeux. Sur l'impact que vous aviez, votre musique. Oui, mais on s'en rend compte maintenant. Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, oui, on a été là-bas, ouais, super, bon... Quand on entend des journalistes en parler ou des gens qui étaient témoins, quand ils en reparlent aujourd'hui, vous savez, des fois, par exemple, j'étais au Mozambique dans une université, faire ce genre de conférence, moi qui n'ai pas été à l'université, et puis je raconte, enfin, bon, un peu ce qu'on a fait, à des gens qui font, je ne sais pas moi, Sciences Po, Maths Sup, des choses comme ça. Et puis à un moment, il y en a un qui demande, mais c'est où la Guadeloupe exactement? Parce qu'ils connaissent tout ça, ouais, ils connaissent des noms de villes, des trucs, mais où c'est précisément géographiquement? Alors, on a cherché une map monde et je leur ai montré. Et les gars, ils disent, mais oui, mais où? Je dis, mais là, mais où là? Il n'y a rien là. J'ai dit, non, il n'y a pas rien. Bon, évidemment, par rapport à l'océan, bon, il n'y a rien, mais je veux dire, c'est un point sur une map monde. Aujourd'hui, c'est une île qui fait 60 km de long, il y a 350 000 habitants. Et la ville dans laquelle je parle, il y en a, je ne sais pas, il y a peut-être 4 millions d'habitants, ou peut-être plus, je ne sais pas. Hein. Et ils disent, ouais, mais attends, il y a seulement 350 000 habitants chez vous, et il y a tout ça de musique, tout ça de sportifs, tout ça, viennent... Ça paraissait invraisemblable. C'est là que j'ai réalisé, je me suis dit, effectivement, la première ville où on a joué en Afrique, c'était Abidjan. À l'époque, il y avait un quartier d'Abidjan où il y avait 1 million d'habitants. Nous, 1 million d'habitants, il faut mettre Guadeloupe, Martinique, Guyane. Vous voyez, c'est rien que ça déjà, au-delà de la musique, hein, rien que ça déjà, waouh! C'est un truc gigantesque. On ne peut pas imaginer jouer pour 1 million de personnes, quoi. Et puis après, ben non, là c'est juste un concert. Hein. Le lendemain, on a fait un concert pour 2000 personnes dans une salle, bon, normal, quoi. Et puis le lendemain, on a joué devant 25 000 personnes. Bon. C'est-à-dire que quand on parle de ça aujourd'hui, par exemple, un artiste français se dit, bon, ici il y a 66 millions d'habitants, bon, voilà, on a joué devant 100 000 personnes, ouais, bon, c'est bien. Mais dans votre pays,
des 100 000 personnes, il y en a, etc. Chez nous, 100 000 personnes, c'est presque la moitié de l'île, quoi. Oui, c'est ça. Oui, donc c'est démesuré. En plus, le succès, quand on arrive dans des endroits comme ça, de voir des gens qui trouvent notre musique super, qui se reconnaissent dedans, et qui sont infiniment, dans des pays infiniment plus grands que nous, sur un continent, quoi. C'est une forme de démesure. On arrive à la première partie à la fin de la première partie de cette émission, Jacob Desvarieux. Je vais vous laisser. Le principe, c'est que je vais vous laisser seul pendant 30 minutes et on va vous projeter des mots. À charge pour vous de réagir à ces mots. C'est des mots qu'on a choisis effectivement en fonction de vous. Hein. C'est pas n'importe quel mot, mais on espère qu'ils vous parleront et que vous pourrez en parler également. À tout de suite. Tout va bien ? Oh oui. Alors, donc, le principe de cette deuxième partie, je vous le disais, c'est qu'on va vous proposer différents mots. Le premier de ces mots, c'est influence. Influence. Mais à titre personnel, j'étais très influencé par le blues au départ, ensuite par la musique africaine, ensuite par les musiques nord-américaines, par la musique antillaise, les musiques antillaises, parce que les Antilles, c'est grand. C'est grand, il y a beaucoup de musiques différentes qui, je vois d'ailleurs, aujourd'hui, ces musiques-là arrivent à influencer plein de gens, quoi. Et ce serait bien que tout ce qu'on a fait arrive à influencer les générations qui arrivent après nous. Il y a des enfants de Kassav aujourd'hui ? Oui, quelque part, oui. Il y en a qui ne le savent même pas. Parce qu'aujourd'hui, les radios passent uniquement des morceaux qui ont moins de 3 ans. Donc, on ne se demande pas à des artistes d'avoir une grande culture musicale. Et au public encore moins. Des fois, il y a des morceaux qui sortent. Tout le monde pense que ce sont des nouveautés, alors que ce sont des morceaux qui ont été écrits il y a 50 ans, 60 ans, ou 10 ans même, simplement. Voilà, les choses changent. Mais il y a des groupes ou des artistes qui se revendiquent justement de notre influence. Ils disent que oui, eux, quand ils étaient petits, ils écoutaient la musique de Kassav, par exemple, et puis que ça leur a donné des idées, ça leur a donné envie de faire de la musique, de créer quelque chose. Oui, on peut dire qu'il y a nos enfants déjà. Il y a de grands noms qui disent avoir été influencés par Kassav, parmi les grands noms, en tout cas qui ont été touchés par votre musique. Il y a Miles Davis, Marcus Miller. Oui. Quel hommage! Oui, c'était impressionnant, d'autant que Miles Davis, nous, on n'a jamais eu l'occasion de le rencontrer. Hein. J'ai lu ça dans son livre, je me suis dit, mais non, c'est une blague, c'est pas possible. Miles Davis, quoi, c'est le top du top du top, quoi. Mais oui, effectivement, il a dit ça, lui, entre autres, Marcus Miller, oui, c'était passé par lui. Comme quoi, vous savez, quand on est musicien, on écoute beaucoup de choses, on est influencé par beaucoup de choses, et là, c'est vrai que même nous, on est impressionnés, quoi. Vous auriez dû le rencontrer, je crois, à New York, et puis ça ne s'est pas fait. Ben non, c'est-à-dire qu'on faisait un concert, mais il y avait un groupe en première partie, et eux, ils l'ont vu dans la salle, du coup, ils ne voulaient plus sortir de scène. Et donc, on a attendu que le groupe finisse, et puis le groupe ne voulait pas finir, lui, il en a eu marre, il est parti. Donc, une occasion ratée, et il est mort pas longtemps après. Est-ce qu'on peut être musicien sans se nourrir d'influences extérieures ? On peut y croire, parce que c'est vrai que pour être artiste, il faut avoir un ego un peu surdimensionné. Donc quand on fait quelque chose, on pense toujours qu'on est le premier à avoir eu cette idée. Mais quand on fouille vraiment, on se rend compte que de toute façon, il n'y a que 12 notes, donc les combinaisons ne sont pas illimitées. Et qu'on peut trouver de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire des choses. Mais enfin, on ne peut pas dire qu'on a inventé de A à Z tout ce qu'on fait. Puisque de toute façon, au départ, on a été influencé par des gens. On a écouté les gens, on a été nourris par ces gens-là. Donc de toute façon, quoi qu'on fasse, il restera toujours quelque chose. Vous expliquiez tout à l'heure en quoi Kassav ouvrait un monde
encore plus qu'un monde musical, un monde identitaire, un monde culturel. Vous, il y a des mondes comme ça, culturels, qui vous ont influencé. Je pense qu'en posant la question, je pense notamment à vos 2 années au Sénégal. Qu'est-ce que vous a apporté cette expérience-là? Alors, ça m'a apporté en fait l'idée que, quel que soit où on va dans le monde, on trouve à peu près les mêmes caractères, les mêmes choses, les mêmes situations. C'est vrai que j'avais pas l'impression d'avoir été au bout du monde. Hein. Quand j'étais au Sénégal, moi j'étais petit, donc oui, la perception d'un enfant, c'est pas la même que d'un adulte. Mais moi, quand je suis arrivé là-bas, oui, je voyais des choses que j'avais déjà vues, quoi. Des gens que j'avais déjà vus. C'est-à-dire que par rapport à l'image que j'avais de l'Afrique, ou qu'on avait de l'Afrique à l'époque, où il y avait des cases et des gens qui passaient de liane en liane. Enfin, en gros, c'était Tarzan, quoi. C'était pas du tout ça. Hein. C'était comme les Antilles. Il y avait des bâtiments, il y avait des immeubles, il y avait des gens qui travaillaient, il y avait... voilà. Donc, vous voyez, des fois, on a des préjugés et puis on se rend compte que c'est pas vraiment comme ça, quoi. Et il y a plein de choses que j'ai découvertes par ce passage-là. Par exemple, quand j'étais là-bas, on m'appelait le blanc. Je ne comprenais pas pourquoi. Bon, j'ai compris étant adulte, mais quand j'étais gamin, je ne voyais pas très bien. Bon. Après, en termes de musique, j'ai écouté la musique du coin, oui, parce que ça passait à la radio, mais moi-même, je n'étais pas branché musique. Donc, je peux dire que ça m'a plus influencé après que pendant que j'étais là-bas. C'est étonnant de vous entendre dire « j'étais pas branché musique ». Ben, oui, parce que moi, à l'époque, c'est pas du tout l'avenir que je me prévoyais, quoi. Moi, je voulais être ingénieur, je voulais être diplomate, je voulais être aviateur, je voulais être comme tous les enfants, je voulais faire plein de trucs, mais la musique, c'était pas... D'ailleurs, déjà à l'époque, on disait que la musique, c'était pas un métier, c'était un truc qu'on faisait comme ça le week-end. Mais de toute façon, j'étais pas intéressé, quoi. C'était pas quelque chose, franchement, hein, c'est pas quelque chose qui m'intéressait, quoi. C'est quand j'ai commencé à jouer, oui, après, à force de jouer, d'écouter des musiques et de trouver ça sympa, et puis de vouloir faire comme les gens qui ont fait, oui, après, je voulais devenir musicien célèbre, comme tous les gens qui commencent à jouer de la musique, quoi. On va passer au deuxième mot, Jacob. Le deuxième mot, c'est don. Je pense que c'est pour les gens qui ont des moyens et qui donnent un petit peu de ce qu'ils ont pour aider ceux qui en ont moins. Alors, c'est pas toujours parce qu'ils sont gentils, c'est parce que des fois ils calculent aussi, parce qu'ils disent, bon, pour l'instant, c'est moi qui ai, donc c'est normal que je donne aux autres, parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir un revers de fortune, demain je serai celui qui n'a pas. Et je vivrai grâce aux dons que font les autres. Après, il y a le don de soi, encore autre chose. On peut être gentil, on peut avoir envie de se dévouer pour les autres, sans attendre de retour. Parce qu'a priori, quand on donne, c'est pas en espérant qu'on va être remboursé d'une façon ou d'une autre. Donc on peut faire don de sa personne, on peut faire don de ses moyens, des choses qu'on a, de ses capacités. Ça a une vertu en soi-même, le don? Oui, c'est censé réguler un petit peu la société. Parce que sinon, ceux qui ont la chance de pouvoir s'enrichir, ils s'enrichissent jusqu'à sans limite. Et plus ils s'enrichissent, plus d'autres deviennent pauvres. Donc, ça a au moins cette vertu-là. Vous avez vous-même donné de vous-même, de votre don, de votre temps, de votre talent? Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait à titre personnel. Mon groupe l'a fait. Alors, on n'est pas très, comment dire, on ne s'en vante pas. Parce que moi, entre autres, mais parmi nous, il y en a qui ont vécu la misère ou la pauvreté, enfin, des difficultés. On sait quel effet ça fait quand, par exemple, quelqu'un vient vous donner 1 euro. Vous pensez la première chose, c'est qu'il a pitié de vous.
Et c'est pas un truc agréable. Donc nous, maintenant qu'on a la possibilité de faire des dons ou d'aider les gens d'une façon ou d'une autre, on ne cherche pas à s'en vanter parce qu'on estime que si on s'en vante, c'est quelque part dénigrant pour les gens qu'on a aidés. Alors c'est pas pour ça qu'on le fait, c'est pas pour montrer qu'on est meilleur qu'eux ou qu'on est plus riche ou d'une façon ou d'une autre les mettre dans l'embarras, c'est pour essayer de leur donner un coup de main. Des fois on le fait, ils ne savent même pas que c'est nous qui avons fait ça. Je pense que c'est mieux de cette façon-là, quoi. Vous dites que certains des membres de votre groupe ont connu des années difficiles. Vous-même, vous avez connu la précarité, des années difficiles? Oui, ça c'était... Même avant de commencer la musique, hein, j'ai eu à passer des périodes où c'était vraiment difficile, quoi. Où j'aurais jamais pensé que j'arriverais un jour à gagner ma vie suffisamment pour payer un loyer, avoir une voiture, enfin avoir une famille, etc. Bon, ce sont des moments. Dieu merci, je m'en suis sorti. Est-ce que ça rend sage par rapport à la gloire, par rapport à l'argent? C'est censé rendre sage. Tout le monde ne devient pas sage, mais c'est censé remettre les gens à leur place, leur rappeler que rien n'est éternel, que ça peut très bien marcher aujourd'hui et puis demain, il n'y a plus. Il faut se rappeler d'où on vient, comment on a fait pour y arriver, et recommencer à zéro. Bon, voilà, ça c'est... On est tous dans des situations comme ça. En ce moment, avec les crises de Covid, etc., il y a des gens qui perdent des fortunes ou qui perdent simplement leur boulot, qui perdent leur entreprise, qui se retrouvent en faillite. Et à ce moment-là, s'ils ont connu que ça dans leur vie, ils ont l'impression que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Alors que bon, il y en a d'autres qui savent que de toute façon, quel que soit le niveau où on est, on peut descendre encore plus bas et on peut remonter aussi. Il y a un autre usage du mot don, c'est celui dont vous avez bénéficié vous-même en 2013. Vous racontez de façon extrêmement pudique à quel point vous étiez fatigué à cette époque et que vous êtes rendu compte que vous aviez besoin d'un rein. Vous avez bénéficié vous-même du don d'un rein. Comment on vit ce don? Ça, c'est compliqué parce que je sais qu'il y a des gens, des idéologies selon lesquelles on ne doit pas faire de transfusion, on ne doit pas, etc. Là, c'est une question de vie ou de mort. Voilà, donc à ce moment-là, si je ne trouvais pas une greffe de rein, j'allais vivre très difficilement jusqu'à la fin de mes jours, voire en mourir. Bon, déjà, j'ai la chance d'être en France, qui est un pays où tout le monde peut être soigné, riche ou pauvre. Donc déjà, je pouvais être dialysé, quand on sait le prix que coûte une dialyse, c'est pas à la portée de la majorité des gens. Heureusement qu'il y a la Sécu. Bon, mais il y a des pays où il n'y a pas ça. Il y a des pays où il n'y a même pas de dialyse. Voilà. Bon, comme ça, quand quelqu'un meurt, on dit ouais, il est mort. Voilà, il est mort. On ne va pas faire l'autopsie pour savoir pourquoi il est mort. Bon. Mais si on devait fouiller, on trouverait beaucoup de choses qui auraient pu être évitées. Voilà. Bon, après, j'ai eu une greffe de rein parce que y a une situation qui s'est présentée où quelqu'un pouvait me donner un rein. Bon, j'ai pris conscience de ce truc-là parce que je ne connaissais pas ça. Avant, j'entendais parler, des gens qui font des greffes, des trucs comme ça, mais enfin, comment ça marche Donc depuis, si on me pose la question, oui, je réponds oui. Grâce à ce rein, c'était il y a 12 ans, vous voyez, bon, je suis encore là. Et malheureusement, des fois c'est difficile pour les gens qui veulent faire les greffes, parce que les gens sur qui on peut prendre un organe, un cœur, un rein, un foie, quel que soit, sont des gens qui viennent de mourir et on demande l'autorisation à leur famille. Leur famille, évidemment, à ce moment-là, ils sont pas très là-dessus, quoi. En fait, ils n'ont pas envie qu'on découpe leurs parents qui viennent de mourir. Et il y a un tas de gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas ce don. Alors quand
quand chacun de nous a prévenu sa famille que s'il lui arrive quelque chose, on peut prendre ses organes pour donner à d'autres gens pour les sauver. Quand on ne fait pas de son vivant, c'est la famille qui décide, et des fois la famille, c'est pas vraiment le moment de leur demander. Or, le temps est très limité pour pouvoir récupérer ses organes. Donc ça devient compliqué, quoi. Donc vous plaidez pour que les gens, de leur vivant, fassent ce geste-là. Ah oui, clairement. Ce don d'organes. Oh oui. On passe au troisième mot, Jacob, c'est identité. Ouais, on est dans une période où c'est un peu difficile, les histoires d'identité. Alors moi, je ne suis pas spécialiste, hein, mais je crois que chacun de nous a une identité qui est due à un peu son vécu, le vécu de ses parents, sa famille, etc., en fait, d'où il vient. Et chacun veut défendre ce qu'il a de particulier. Après, défendre son identité, à quel prix, c'est pas un truc extrême. Je me dis qu'on est dans un monde où on peut discuter, on peut faire valoir ses idées, pas nécessairement avec un fusil. Des fois, en discutant, c'est beaucoup plus simple, ça va beaucoup plus vite, ça va beaucoup plus loin. Mais bon, des fois, c'est difficile aussi. Vous prenez la richesse et la sagesse du dialogue. Oui, oui, clairement. Ça n'a pas toujours été comme ça dans le monde, mais c'est vrai que ça a montré qu'il y a beaucoup de possibilités là-dedans. Alors c'est vrai que c'est pas tout le temps, tout le monde. C'est ce qui fait qu'il y a des guerres, c'est ce qui fait qu'il y a des conflits qui ne s'arrêtent jamais. Mais ça devrait pouvoir s'arrêter, entre gens intelligents en tout cas, ça devrait pouvoir s'arrêter relativement vite en discutant. Kassav, par exemple, c'est une façon de proclamer, ou en tout cas de montrer une forme d'identité, une culture, de façon totalement apaisée. Oui, parce que nous, on pourrait revendiquer toute la journée des choses qui vont finir par avancer, oui, ou qui vont peut-être avancer plus vite si on a un fusil, mais voilà, il va y avoir plein de morts et puis de la rancœur, et puis des vengeances, et puis ça ne s'arrêtera jamais, et puis de toute façon, on aura avancé en quoi? Voilà. Kassav, ce sont des gens qui viennent de différents univers, qui se sont rencontrés, qui sont ensemble depuis 40 ans. Ceux qui ne sont plus là, en fait, c'est ceux qui sont morts. Tous les autres sont encore là. On arrive à s'entendre. On n'a jamais eu à se déchirer, à se battre ou des trucs comme ça. Et on a réussi à avancer ensemble. Alors, c'est un exemple du genre, mais de toute façon, ce n'est pas un secret. Tout le monde sait comment il faut faire. Mais il y a des gens pour qui leur point de vue est le meilleur et le seul. Donc évidemment, c'est plus difficile de traiter avec eux. Mais tout le monde sait comment il faut faire. Il y a un souci, on s'assoit autour d'une table et puis on discute. Et on essaie de faire valoir ses points de vue. Voilà. Et on essaie de ne pas faire jouer le fait qu'on soit en position de force ou autre pour faire avancer les choses. Vous, à quelle source vous abreuvez-vous, Jacob, des varieux culturels, identitaires, spirituels? Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous nourrit? J'essaie de me nourrir un peu de tout ce que je vois, même les choses qui ne sont pas bien. Je me dis, ça, il ne faut pas le faire. C'est la vie, en fait, qui nous nourrit. C'est les rencontres, c'est tout ce qu'on voit. Vous savez, on voit des conflits, des fois, qui éclatent pour rien. Alors, on peut se dire, ouais, il a raison, c'est bien de se battre, de montrer qu'on est le plus fort. Se dire, ouais, c'est pas une très bonne idée vu les dégâts que ça fait, quoi. Mais ça, on a des exemples tous les jours autour de nous. Et les identités spirituelles, est-ce que vous vous présentez comme un homme inspiré? D'où vient votre musique? Ça, j'aurais bien aimé savoir. C'est-à-dire que la musique, c'est, oui, l'inspiration, tout ça,
on peut lui donner le nom qu'on veut, personne ne peut vous dire vraiment d'où ça vient, quoi. Alors, il y en a qui vous diront, ça vient de Dieu. Parce que, alors, pourquoi c'est joli comme ça? Oui, ben, ça vient de Dieu. Bon. D'autres vous diront, parce qu'ils croient qu'ils sont des génies et qu'ils peuvent générer comme ça des choses incroyables. Je ne sais pas. Moi, ça me vient, je le fais, je trouve ça joli, je continue. Mais l'origine même, je ne sais pas. Vous avez conscience que il n'y a qu'un Jacob Desvarieux sur Terre, comme on est tous uniques, mais que, voilà, que vous avez reçu un talent? Oui, je crois que j'ai reçu un talent, mais surtout j'ai eu la chance de pouvoir développer ce talent, le découvrir déjà, enfin, ou en tout cas, même si ce n'était pas moi, mais d'autres gens l'ont découvert. Et puis, j'ai eu la possibilité de travailler là-dessus, de continuer dedans. J'aurais pu être, je ne sais pas, autre chose. J'aurais pu être ajusteur-fraiseur, j'aurais pu être ingénieur de quelque chose, ou j'aurais pu faire plein de boulots différents, mais voilà, je suis tombé sur celui où j'étais doué, celui pour lequel j'avais un talent. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que de pouvoir gagner sa vie en exerçant quelque chose qu'on aime? Parce que je vois par rapport à des gens qui gagnent leur vie en se levant tous les matins, en prenant comme une corvée, quoi, de se lever le matin pour aller bosser, quoi, et que ils le font parce qu'il n'y a pas le choix, il faut bien payer son loyer et tout ça. Bon. Moi, quand je me lève le matin, moi je suis content, je vais travailler, je vais faire le truc que j'aime, et puis il y a des gens qui me payent pour ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux dans la vie? Vous vous dites pas que vous êtes béni quand même? Il y en a d'autres qui galèrent et qui... Vous avez galéré. Oui, j'ai eu à galérer dans ma vie, mais voilà, oui, je suis béni parce que, comme je vous dis, moi je fais un boulot, je pourrais même dire, c'est même pas un boulot, je m'amuse et puis il y a des gens qui me payent pour ça. C'est le rêve de tout le monde. Oui, je fais partie des gens qui sont bénis. On va passer au 4e mot, Jacob Desvarieux, qui est paradis. Ah, ça, je sais où c'est par contre. C'est en Guadeloupe. Le paradis, en tout cas, tel qu'on nous l'a expliqué quand on était petit, c'est l'endroit qui est merveilleux, où tout va bien, où tout se passe bien, etc. Bon, ça sur Terre, je n'ai pas encore trouvé, mais oui, je pense que c'est sur Terre. Je peux imaginer un paradis encore mieux que ce qu'on voit sur Terre. Mais pour l'instant, je suis sur Terre. Alors, je suis un peu pragmatique. Je me dis qu'avec tous les pays que j'ai vus, tous les gens que j'ai croisés, ouais, je pourrais arriver à faire sur le papier, dire tiens, le paradis, c'est là, avec un tel, un tel, un tel, un tel, et me faire mon paradis, enfin ma vision du paradis. Vous avez été bercé aux Antilles par une culture où la religion est profondément ancrée. Et du coup, le paradis pour vous, c'est pas, voilà, c'est pas l'après, c'est pas l'au-delà, c'est tout de suite et maintenant. Ben, c'est-à-dire que oui, j'étais élevé dans la religion. Après, en grandissant, j'ai vu plein de trucs, plein de choses autour de moi, et je me dis, il y a des choses qu'on peut imaginer, ou qu'on nous dit, bon, mais une fois que vous serez mort, tout ça, mais enfin, on n'a jamais vu un mort revenir nous raconter comment c'était. Donc on s'y fie, parce que quand on est croyant, hein, voilà, c'est comme ça. Mais pour l'instant, j'essaie de me faire avec le paradis que je vois autour de moi, parce que on n'est pas quand même dans un monde où rien ne va. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Donc je me dis que du paradis, il y en a déjà ici. Hein. Donc si on peut en profiter, c'est bien. Après, s'il y en a un autre après, et qui est encore mieux, tant mieux. Je suis preneur. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore mort. Mais vous êtes jamais, vous qui avez traversé l'épreuve de la maladie, qui avez vécu cette épreuve, vous vous êtes jamais posé la question de savoir ce qui pouvait se trouver après la mort, s'il y avait un Dieu, une vie après la mort? Une vie après la mort, je ne sais pas. Je ne me pose pas la question parce que tout ce que j'ai lu ou entendu là-dessus, c'est des trucs, on vous dit, ouais, c'est comme ça, il faut y croire, point. C'est pas, comment dire,
c'est pas étayé, quoi. C'est pas, on vous dit pas, si, il y a un tel qui a été là-bas, il a vu ça, ça, ça. Non, on dit, voilà comment ça va se passer. Et attendez votre mort et vous verrez que c'est vrai. Bon, j'attends. C'est pas la peine que je fantasme dessus, sachant que je ne pourrais le savoir qu'étant mort. Et étant mort, je ne pourrais pas revenir à raconter quoi que ce soit, quoi. Mais je me dis, c'est pas que j'y crois pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, je veux bien. J'espère, hein, j'espère qu'une fois qu'on est mort, il y a encore quelque chose qui reste. Oui. Il y a encore une vie, il y a encore plein de choses à voir. Oui, j'ai envie d'y croire. Il y a quelque temps, vous avez porté la soutane, Jacob Desvarieux. Oui, mais c'était au cinéma. C'était pour tourner un film, enfin une série, avec des très grands acteurs. Moi, j'étais un petit figurant dedans, où je portais une soutane de cardinal. C'est impressionnant quand même. C'est-à-dire, même si c'est un film, on essaie d'être, comment dire, de correspondre à ce que ce serait, parce que j'aurais pu faire carrière dans la religion. Moi, j'étais à l'école des sœurs à une époque. J'étais au collège, dans un collège qui était tenu par des curés, enfin, oui. J'aurais pu suivre cette voie et me retrouver cardinal, je ne sais pas, mais en tout cas, si j'étais rentré là-dedans, j'aurais essayé d'être cardinal, à défaut d'être pape. Et pourquoi pas pape? Cardinal, c'est presque pape. C'est-à-dire que c'est juste l'étape d'avant. Vous avez joué avec... Et ça vous a... Vous vous dites, ça vous a impressionné quand même. Le fait de revêtir cette soutane, vous jouiez avec Jude Law dans The Young Pop, pour nommer la série, vous jouiez un cardinal africain. Oui. Oui, mais c'est impressionnant déjà le fait de s'habiller en cardinal ou en prêtre, quel que soit, hein, de mettre des habits qui sont... C'est un truc sacré, c'est un truc de religion, quoi. De vouloir jouer ça et d'être crédible. D'être crédible avec l'habit. Ça impressionne parce que la religion, c'est un truc particulier. Hein. C'est pas genre jouer au cow-boy ou jouer aux gendarmes et aux voleurs. En fait, c'est un truc particulier, quoi. On a tous grandi dans une religion. C'est pas du blasphème, parce que là, c'est pour jouer dans un film, c'est pour jouer un rôle, mais on est quand même impressionné par la chose, quoi. Alors là, au-delà du fait qu'il y ait des grands acteurs, qu'il y ait un scénario, qu'il y ait tout ça, mais c'est vrai, je me suis dit, waouh, si ma mère voit ça... Bon, elle n'a pas eu le temps de le voir. Elle est morte juste avant que ça sorte, mais c'est quelque chose d'impressionnant, oui. Elle aurait eu quel regard, votre maman, là-dessus? Elle m'aurait dit, tu es sûr que... Je pense qu'elle m'aurait demandé, est-ce que je suis sûr que c'est moi qui aurais dû jouer ce rôle-là? En fait, moi, j'étais un cardinal gentil, hein. Je n'étais pas un comploteur ou autre chose, hein, mais... Vous savez, on a une image de la religion, on se dit, les gens qui portent la soutane sont pratiquement des saints, hein, en tout cas, la génération de ma mère, oui, quand on est croyant, on ne se pose pas de questions. On suit aveuglément la chose, et donc être cardinal, même si c'est au cinéma, il faut prendre quelqu'un qui aurait pu être cardinal dans la réalité, quoi. Merci, Jacob Desvarieux. Merci à vous. Ne bougez pas, j'arrive. Tout va bien? Voilà. Ça n'a Oui. pas été trop compliqué de vous retrouver comme ça, tout seul? Non. Ça va. En même temps qu'on a un contact avec vous qui avez connu la scène, 40 000 personnes devant vous, le Stade de France, bientôt New York, on l'espère. En vous écoutant, c'était très joli ce que vous disiez, notamment quand on a évoqué votre expérience comme cardinal. Et je me suis dit, en fait, vous ne vous voyez pas du tout comme un saint, vous. Au moins comme un homme bien. C'est-à-dire que si je me réfère, par exemple, alors, je parlais de ça hier, moi j'ai lu la Bible, hein, quand j'étais gamin, enfin,
après. Et je me suis rendu compte en grandissant que au départ, on nous apprend les 10 commandements. Bon, donc ça c'est clair, on l'apprend par cœur, plus ou moins on comprend ce qu'on raconte, mais enfin bon. Vous avez été au catéchisme dans les années, vous avez quoi, 63 ans, je crois 65 ans. 65 Oui. Donc c'était une époque où alors, le catéchisme, ça rigolait pas, on faisait apprendre c'est clair. l'étape de la loi, les 10 commandements par cœur. J'ai appris ça par cœur. Ouais. Bon, alors j'ai pas tout compris, mais bon, oui, c'est comme ça, c'est la loi. Bon, voilà, c'est comme les lois qu'il y a aujourd'hui, quoi. Et puis, en grandissant, je me suis rendu compte que c'est pas simplement comme ça, quoi. C'est pas par hasard qu'à peu près toutes les religions ont les mêmes lois. Évidemment, tu tueras pas, tu mentiras pas, etc. Bon, tu auras pas la femme de ton voisin. Bon, c'est pour essayer d'avoir une société à peu près apaisée. Ce qui, par rapport à l'époque où ça a été écrit, on était loin du compte. Mais bon, c'est pas plus. Enfin, on est un peu plus près de ça aujourd'hui, mais en tout cas, tout le monde comprend. Vous croyez qu'on est plus près de ça aujourd'hui? Vous ne croyez pas que l'homme possède une tentation intérieure qui fait qu'il va systématiquement vouloir ce que l'autre a Bien sûr. C'est-à-dire que l'homme, on a nos mauvais instincts, hein, mais disons que quand on voit les 10 commandements, on comprend ce que c'est, on comprend ce que ça dit, et on comprend pourquoi ça a été écrit comme ça. Il y a une sagesse dans la religion. Mais oui, les religions, au départ, c'est une sagesse pour éviter que les gens s'entretuent. Alors, on peut dire dans un village, comme dans une grande ville, enfin, il n'y avait pas des mégalopoles comme aujourd'hui, mais en tout cas, c'est censé être les trucs les plus simples. Même quelqu'un qui est analphabète peut comprendre ça. Tu ne tues pas ton voisin parce que de toute façon, ses enfants vont vouloir te tuer, puis après tes enfants vont vouloir tuer leurs enfants, et puis bon, 10 siècles après, on y est encore, quoi. Voilà. Donc, c'est pas des trucs difficiles à comprendre, mais en tout cas, si tout le monde comprend ça, bon, on va vivre à peu près posément. Bon. La Bible, si on le lit, bon, comme on nous apprend à le lire, on le lit, puis voilà, on l'apprend par cœur à la limite, quoi. Bon. On ne se pose pas de questions, surtout. Il ne faut surtout pas se poser de questions. Ou alors on le lit comme un roman, comme un bouquin, quoi. Et on se pose des questions, on se dit, ouais, mais alors, attends, on me dit de ne pas faire ça, mais lui, il a fait ça, et pourtant, lui, Dieu l'aimait bien. Hein. Ben oui, comme dans la vraie vie, quoi. Bon, c'est pas parce que ton enfant a fait une connerie que c'est plus ton enfant. Voilà. Non, c'est ça l'amour. Ça transcende, transcende des comportements qui ne sont pas de beaux comportements. En tout cas, voilà, il ne fallait pas le faire. Bon, t'as dit de ne pas le faire, t'as fait quand même. Bon, tu restes mon enfant. Bon, je mets 2 claques, hein, mais tu restes mon enfant. Bon, je veux dire, c'est en gros de gens qui sont vraiment, enfin dans l'Ancien Testament en tout cas, hein, qui sont vraiment des saints, des purs, des durs. Oui, il doit y en avoir, mais enfin, il faut que je relise pour les retrouver, quoi. Oui, bon. Donc, ils sont un peu les hommes, quoi. Avec leurs tentations, avec leurs mauvais instincts, avec tout ça. Et je vois, entre-temps, bon, la politique essaie de remplacer justement ces enseignements. Avec plus ou moins de succès, parce que forcément moins inspiré. En vous écoutant, je me disais aussi qu'il y a quelqu'un que vous évoquez de façon assez... Enfin, voilà, vous êtes un homme pudique, on le sent, on sent que vous ne parlez pas forcément l'épreuve que vous avez traversée avec cette greffe de rein. Et puis il y a votre maman qui arrive. On sent que c'était une forte femme. En tout cas, elle vous a élevé... c'est elle qui vous a embarqué au Sénégal, c'est elle qui a décidé, par exemple. Elle était déterminée. Oui, de toute façon, moi, c'est elle que j'ai vue pendant toute ma vie, quoi, toute mon enfance, ma jeunesse, etc., jusqu'à ce qu'elle meure il n'y a pas très longtemps, enfin en 2016. Donc, c'est elle qui m'a appris, je ne vais pas dire tout ce que je sais, mais en tout cas, qui m'a appris à appréhender tout ce que j'ai vu, tout ce que je sais, tout ce que je rencontre. Et donc, elle ne pouvait pas tout m'apprendre, parce que, bon, comme tout le monde, elle ne sait pas tout. Mais je crois que quand on élève un enfant, on lui apprend comment affronter les divers problèmes qu'il va croiser. Oui, et je vois par rapport à mes copains, à d'autres gens, il y en a eu qui ont eu des éducations différentes, et qui ont fait des chemins différents dans la vie. Moi, je ne regrette pas le chemin que j'ai fait. Je ne crois pas qu'il y a des gens qui me cherchent avec un fusil ou autre. Bon, je pense pas être le plus mauvais des hommes. Et vous pensez que c'est grâce à elle? Oui. C'est grâce à elle, c'est grâce à ce qu'elle m'a appris.
Voilà, ça m'a donné une façon de voir les choses peut-être différente de certains. C'est important. Si vous deviez vous définir, Jacob Desvarieux, vous diriez que vous êtes un homme optimiste, réaliste, raisonnable, pragmatique? C'est un peu tout ça en même temps, quoi. Ça dépend des situations. Moi, je suis optimiste. Moi, je suis toujours optimiste. Je pense toujours que ça va bien se passer. Après, s'il y a un souci, je deviens pragmatique. Voilà, il faut s'en sortir de toute façon. Il faut qu'à la fin, ce soit bien. Donc, je ferai ce que je peux pour que ça aille bien à la fin, quoi. Il y a chez vous un profil extrêmement raisonnable. On est frappé par ça parce que vous avez l'air d'être quelqu'un qui a les pieds sur terre. Oui, un peu. Mais bon, ce sont les situations qui font ça, quoi. C'est que je suis raisonnable, j'essaie de l'être quand il faut. En tout cas, dans les moments importants. Mais vous pouvez être déraisonnable? Oui, comme tout le monde, quoi. Déjà, être artiste, c'est être déraisonnable. C'est déjà, je sais pas, vous voyez une bouteille, ça se met comme ça, et vous dites, tiens, on pourrait la mettre comme ça aussi. Et tout le monde dit, oui, c'est une bonne idée, hein. Voilà, vous êtes un artiste. Donc en fait, quelque part, vous n'êtes pas raisonnable, ou vous faites des trucs que les autres disent, mais non, il est fou. Attends. Quand on voit un tableau de Picasso, on se dit, mais il avait un grain, ce mec-là. Ah oui, mais ce grain-là, voilà, le monde entier trouve que c'est génial. Pourtant, en toute logique, quand on vous dit de peindre, je sais pas moi, la figure d'une femme, vous n'avez pas envie de faire des trucs tordus. Bon, c'est être artiste, c'est pas être raisonnable. Déjà, c'est vouloir faire des choses auxquelles les autres n'ont pas pensé. C'est casser les codes, en établir de nouveaux. Voilà. Vouloir changer, vouloir ne pas rester dans le rang. Donc déjà, c'est pas raisonnable. Alors après, il y en a qui vont plus loin que d'autres. Hein. Mais déjà, être raisonnable, c'est artiste, ça va pas avec. Vous n'êtes pas resté dans le rang, vous? Je crois pas, non. Parce que j'ai pas fait de choses que je regrette ou que j'ai à regretter, mais j'ai essayé de mettre mon empreinte sur des trucs où c'était pas prévu, quoi. De marquer d'une façon ou d'une autre, je sais pas, de créer, quoi. De créer, c'est pas rester dans les codes. Et à partir du moment où on fait ça, ça passe ou ça casse. Ouais, avec vous, c'est passé. Oui, j'ai eu de la chance. Et du talent aussi. Merci beaucoup, Jacob Desvarieux, d'avoir partagé ce moment avec nous. Bon anniversaire, hein. Alors pas à vous, mais au groupe Kassav, 40 ans. 40 ans. C'est un âge magnifique. On espère que dans 10 ans, on va pouvoir faire une fête digne de ce nom. On espère qu'en mai prochain, vous allez à New York. On croise les doigts. Et voilà. Mais bon courage pour cette période particulière. On pense à tous les artistes et à tous les gens qui vivent du spectacle. Oui. C'est compliqué, mais vous l'avez dit, hein, vous êtes un homme optimiste et raisonnable. Oui, je suis optimiste. Je me dis, bon, ça va finir par s'arranger. En assurant qu'il n'y ait pas trop de dégâts, qu'on ne perde pas trop de nos amis en chemin. Voilà. Mais espérons qu'à la fin, ça va reprendre. On l'espère aussi. Merci beaucoup, Jacob Desvarieux. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur kto-tv.com. À la semaine prochaine.